Bonjour Titou. Merci beaucoup pour l'accueil. Ouais, je pense que je peux parler pour toute la rédaction et dire que ça nous fait très très plaisir de pouvoir un peu toucher des sujets d'actualité assez en relativement peu de temps, diversifier un peu le contenu de l'émission parce que c'est ce que racontait Inès, mais c'est usant de devoir systématiquement planifier des lives de 2 heures chaque fois qu'on veut parler d'un sujet. Il y a plein de trucs qu'on rate si on fait pas ça. Donc on introduit des petites chroniques et aujourd'hui du coup j'ai décidé de commencer avec une chronique sur les nazis. Voilà, tout de suite. Voilà, on commence par un point Godwin. Non, alors en fait je sais pas si vous avez suivi, mais en décembre, en décembre de l'année passée, janvier de cette année, on a appris on a découvert des nouveaux comptes en banque qui ont appartenu à des anciens nazis et des anciens SS chez Crédit Suisse, dont on ignorait l'existence jusque-là. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment c'est arrivé? En fait, ce qui se passe, c'est que donc Crédit Suisse s'est effondré. Je ne vous apprends rien. Et Crédit Suisse avait une certaine politique d'archives, d'accès à ces archives, qui faisait qu'en fait, il n'y avait pas d'accès à ces archives sur tout un tas de sujets. Et avec le changement de direction, UBS s'est dit qu'ils allaient s'acheter une réputation et qu'ils allaient donc ouvrir l'accès à ces archives-là aux historiens et aux enquêteurs qui travaillent là-dessus. En l'occurrence, il y avait une commission d'enquête du Sénat américain qui travaillait là-dessus depuis un certain temps, qui avait déjà essayé d'accéder à ces archives, ça n'avait pas marché. Et là, ils ont eu accès à tout un paquet d'archives qui étaient donc hors de leur portée. Qu'est-ce que ça nous apprend donc, cette histoire? Ça nous apprend d'abord que Crédit Suisse a préservé et a détenu des comptes qui ont appartenu à des anciens nazis, à des SS, à des Suisses qui ont utilisé du travail dans des camps de concentration en Allemagne, longtemps après la fin de la guerre. Ça nous apprend qu'il y a des SS qui sont partis en Amérique latine avec un compte en banque ouvert chez Crédit Suisse et qui ont utilisé l'argent sur ce compte en banque pour organiser leur fuite en Amérique latine. Et ça nous apprend, et c'est peut-être ça le truc le plus intéressant, ça nous apprend que Crédit Suisse savait parfaitement ce qu'il faisait et était en train de activement protéger leurs clients. Comment on sait que c'est vraiment qu'ils protégeaient activement leurs clients? Et ben en fait, dans les archives de Crédit Suisse, il y a un tampon qui dit liste noire américaine. Donc cette liste noire américaine, c'est quoi? C'est la liste notamment des anciens SS qui sont traqués par les Américains après la fin de la guerre. Et donc dans leur système d'archives, il y avait un truc pour clairement désigner les comptes à ne pas montrer aux Américains sous aucun prétexte, puisqu'il s'agissait d'anciens SS notamment. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Bon, déjà, parce que je pense que ça ne nous fait pas de mal de se faire une petite piqûre de rappel du rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a plusieurs aspects à ce rôle-là. On va vraiment pas du tout pouvoir tous les couvrir ici, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant. C'est l'histoire de l'or. Donc, je ne sais pas si vous avez la ref, mais ouais. Donc, l'or nazi. Ouais, l'or nazi. C'est fou. Mais en fait, il est pas. Ouais. Donc, l'or nazi, c'est quoi? C'est le Troisième Reich fait la Deuxième Guerre mondiale. Il récupère de l'or en partie dans les banques centrales des pays qui colonisent, en partie en spoliant les victimes de l'Holocauste et du génocide des Roms. Et avec cet or, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'échangent à des banques suisses contre des devises étrangères. Et pourquoi c'est particulièrement important cette histoire? Parce qu'il y a une double nature à ça. D'une part, il y a la spoliation, et d'autre part, tout cet or, il est échangé contre des devises étrangères qui sont, pour le Reich, à ce moment-là, la seule moyen d'accéder à tout un tas de ressources stratégiques qui ne sont pas sur le territoire du Troisième Reich et de ses alliés. Et donc, ça veut dire, par exemple, le tungstène, dont il y a besoin pour faire le blindage des chars. Et donc, ça veut dire qu'en fait, la Suisse a pas mal participé à rallonger la Seconde Guerre mondiale en faisant ça, parce que c'était le premier fournisseur de l'Allemagne nazie de devises étrangères. Et donc, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Déjà, parce qu'on parle beaucoup d'antisémitisme en ce moment, et on ne parle pas du tout du fait que la Suisse n'est pas innocente du tout dans la Shoah, et en fait a prolongé la Deuxième Guerre mondiale, et a prolongé la période pendant laquelle le génocide a pu avoir lieu. Ça, c'est un premier point qui est assez clair, qui est assez facile d'accès. Mais il n'y a pas que cette question-là. Il y en a une autre qui dit quelque chose, je pense, de la Suisse et un peu du tissu idéologique du pays. En fait, il y a une espèce de double discours où, sur ces questions-là, en fait, cette histoire-là, elle a été passée un peu sous silence. Je veux dire, il y a eu, je crois, 2 ou 3 articles dans le temps, une brève de la RTS, point barre. C'est tout, on n'en a pas parlé, en fait. Il y a cette mentalité qui dit qu'en fait, ce genre de questions-là, ces questions historiques, ces questions qui ont attrait à l'organisation de notre économie, c'est pas des questions politiques, c'est pas des questions sur lesquelles on aurait pu faire quelque chose. Souvent on dit, en fait, lors des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse n'aurait pas pu faire autrement, de toute façon, on se serait fait envahir sinon. Bon, déjà, c'est pas très clair que ce soit vrai, cette affirmation. Et puis ensuite,
je suis désolé, mais enfin, voilà, protéger les fortunes d'anciens SS longtemps après la chute du Troisième Reich et permettre leur fuite en Amérique latine, c'est pas face à une menace d'invasion que ça a lieu. Enfin, bref, donc face à ces questions-là, en fait, on a un narratif selon lequel il n'y a pas de choix possible, c'est pas une question politique. Or, c'est absolument une question politique, et c'est une question qui, en fait, est fondamentalement liée à la position que la Suisse prend à l'international. Et cette position, c'est quoi? C'est systématiquement se placer dans le sillage des plus grandes puissances capitalistes et impérialistes, que ce soit les impérialismes français et allemands au 19e, le Troisième Reich à un moment donné, hein, et l'impérialisme américain maintenant. Et puis, elle se place dans le sillage de ces impérialismes et elle offre des services pour stocker les capitaux et aussi permettre que ces capitaux soient un peu à distance du processus qui a permis leur acquisition, qui est souvent un peu sanglant. Et donc, voilà, penser cette question-là, je pense que pour nous, c'est l'occasion de nous rappeler quels sont les intérêts de la fraction financière du capitalisme et de la bourgeoisie en Suisse, qui sont d'accueillir tous ces capitaux-là des grandes puissances capitalistes et d'entretenir une relation symbiotique avec ces puissances-là. Et puis, ça nous clarifie aussi notre devoir, nous, en tant qu'anticapitalistes et anti-impérialistes dans le monde. Et ce devoir-là, c'est de trouver des stratégies qui nous permettent de nous positionner face à ça dans une lutte qui est plus globale que juste la question suisse. Bon, voilà, en bref, la chronique. Simplement ça. Peut-être pour rajouter un truc aussi, tu disais tout ça, c'est pas nouveau. L'or des nazis, bon, c'est pas comme si on tombait de notre chaise vraiment en apprenant qu'il y avait de l'or nazi dans les banques suisses. Mais non, la Suisse est neutre, enfin. Oui, c'est vrai, pardon, j'ai oublié, la Suisse est neutre. Mais au-delà de la blague, il y avait aussi, tu parlais du silence des médias. Il y avait eu aussi, notamment après la fin de la guerre, un rapport d'historien qui avait été fait justement sur tous les rapports qu'avait eu la Suisse. Ouais. Par rapport au régime nazi, et notamment ce documentaire qui avait fini par être interdit de publication pendant un certain temps parce qu'il y avait des procès de l'UDC en chaîne. Pas la ref. Ok, ouais, d'accord. Enfin, il y avait eu un documentaire de la TSR à l'époque, du coup la RTS maintenant, qui avait pas pu être publié pendant, je pense, 20 ans à cause de procédures bâillantes de l'UDC. En fait, ça s'est terminé à la CEDH, et genre... Le documentaire a pu être publié finalement, mais genre 20 ans après, du coup, plus personne avait... Oui, grave. On le met dans la description. Oui, je vais retrouver le nom de ce rapport, j'ai plus forcément mais le nom de la commission en tête. Mais... Oui, puis on mettra le lien, si on retrouve le film, on mettra le nom, la référence dans la description. Je crois qu'il est disponible sur YouTube maintenant. C'est la commission Bergier. Commission Bergier, merci. Merci, Pauline, l'historienne, c'est le genre. Se retient. L'historienne de la bande, mais disons que moi, voilà, quand j'avais ton âge, je pense que, enfin, je sais pas si c'est sorti là, donc c'est imprimé depuis très longtemps chez moi. Ouais. Oui. Mais ça a fait un gros débat en plus. Oui. Dans les livres d'histoire aussi, savoir quelle part on pouvait mettre ou pas. De cet épisode suisse, ou même de parler de la Shoah dans un livre d'histoire suisse ou pas. Oui. Je disais Pauline parce que je la voyais tendre la main pour prendre le micro, parce que du coup, Pauline, t'es historienne. Oui, alors je ne suis pas spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, mais effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre de rapports qui ont été produit un peu pour essayer de justifier la position de la Suisse. Et dans les années 90, et c'est ça qui est assez scandaleux avec cette histoire de Crédit Suisse, c'est que dans les années 90, la Suisse a déjà été accusée, et ça a débouché sur cette commission Bergier que tu mentionnais, donc une commission avec beaucoup d'experts qui ont travaillé pendant des années, qui ont eu accès très difficilement, mais qui ont eu accès aux archives, dont une partie s'est refermée d'ailleurs juste après la publication du rapport en 2002, sauf erreur. C'est un immense rapport, il y a style, je sais pas, je dis comme ça de tête, mais 15 volumes. Tout est accessible en ligne, gratuitement. Et le volume final, c'est un pavé. Il y a une petite synthèse assez rapide. Ça a été accessible tout de suite. Mais il y a eu un contre-groupe qui s'appelait... Mémoire, histoire vécue, je crois, de droite, qui disait non, mais c'était pas comme ça que ça s'est fait, etc., etc. Mais dans le monde historien, on sait exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas de doute sur ce qu'a fait la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, ce qui est hyper scandaleux, c'est de se dire que dans les années 90, Crédit Suisse a délibérément caché des documents, et ça, voilà, bon, ça nous étonne à moitié, mais ça, c'est quand même assez grave, quoi.
Ouais, il y a le bouquin de Pietro Boschetti qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle L'or des nazis, qui est une synthèse de cet immense rapport. Une synthèse de la synthèse, je crois, et qui est vraiment, qui est pas deg, qui est 200 pages, qui se lit vite et qui, si vous voulez savoir un peu les grandes lignes du truc, je le recommande, c'est bien. Pareil, ce sera en description. Ouais. Ce serait intéressant de savoir si Joseph Mengele a pu, comme ça, financer sa retraite en Argentine, puisqu'il est mort d'une crise cardiaque en prenant son bain dans l'océan Atlantique un matin. Ouais, on ne sait pas. En fait, actuellement, on n'a pas les noms des gens qui ont été retrouvés dans les archives. Le groupe américain qui a fait des recherches a publié un rapport intermédiaire, mais on ne sait pas en fait ce qu'il y a dedans. Donc ça viendra, je pense. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est aussi le fait que ce soit l'UDC pour redorer son image. Elle a non, mais en fait, on se distance de ce que Crédit Suisse a fait, et donc du coup, on va sortir les archives dégueulasses. Mais en même temps, on sait très bien qu'en fait, eux-mêmes ont les mêmes, parce qu'en fait, c'est un jeu de pions, quoi. On sort le CEO j'allais l'appeler UDC, c'est pareil. Crédit Suisse. Mais de l'UBS, en fait, il part en vacances quelques semaines, et puis après, il revient CEO d'une autre banque. Enfin, dans le sens où les pions à la tête de ces organisations, c'est toujours les mêmes. Mais moi, en fait, cette histoire-là, elle me fait sourire parce qu'en fait, je suis là, mais attendez, les gars, dans 20 ans, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, on va pas vous rater, quoi. Même pas dans 20 ans, enfin, genre, littéralement, là, tout ce que les assurances sont en train de faire, tout ce que UBS est en train de faire, en mode, oh, je veux redorer mon image, donc du coup, c'est vrai, Crédit Suisse, ils ont fait un problème, ils ont caché de l'or nazi, enfin, ils les ont aidés et tout. Je suis désolée, mais combien de personnes vous avez tué avec vos investissements, là, dans l'État sioniste? Combien de personnes vous êtes en train de, genre, de manière complètement, tranquille pépouse, quoi. Genre, c'est tout à fait normal de continuer à faire ça. Et en fait, moi, ce qui me fait sourire dans ce genre de truc, c'est l'espèce de mémoire, mais ultra courte de nous, quoi. En fait, de la population, dans le sens où, en fait, on passe d'un choc à un autre, et je suis là, mais les gars, la Suisse, depuis son existence, elle est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas une surprise. Elle a toujours mis en évidence cette carte de nous sommes neutres parce que nous avons la Croix-Rouge, et en fait, on fait genre, et puis on aide au niveau des otages, etc. Mais ok, on a la Croix-Rouge, mais on a UBS, on a Crédit Suisse, on a Glencore, on a Nestlé. Enfin, je veux dire, en termes de trucs dégueulasses, on est quand même assez fort, quoi. Ouais, puis en fait, la neutralité, c'est aussi une part du soft power qui permet d'être dans le sillage de plusieurs puissances impérialistes à la fois, en fait. Enfin, la neutralité, c'est pas neutre. Et on a tendance à vraiment toujours ramener ça à la question humanitaire. Enfin, tu as mentionné vaguement t'es passé sur le génocide des Yéniches, notamment. En fait, en 2013, je crois, il y a eu une reconnaissance du Conseil fédéral en disant oui, effectivement, on a eu un rôle, on a commis un génocide. Mais en fait, ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête à une dimension humanitaire, de la même manière que maintenant on le fait pour la Palestine, quoi. On dit ah oui, c'est un drame humanitaire, mais il n'y a pas. Enfin, je dis on, évidemment, je parle du gouvernement, je parle pas des gens qui se mobilisent, ou de nous. Mais il y a vraiment ce truc de dépolitiser la chose et d'en faire un enjeu seulement humanitaire, comme si du coup ça se déconnectait aussi bien de l'enjeu économique que de l'enjeu politique, en fait, qui sont liés, quoi, enfin, qui sont consubstantiels. Ouais, et puis c'est ce truc où tu as l'impérialisme qui existe toujours au passé, en fait. Enfin, on reconnaît qu'il y a un impérialisme, on reconnaît qu'il y a un rôle génocidaire quand c'est le passé, mais quand les intérêts qui sous-tendent ce genre de dynamique sont toujours en jeu, ça n'existe pas. On ne va jamais parler d'impérialisme pour ce qui se passe. Et on va aussi cacher le fait que cet impérialisme, il est extrêmement parfumé de fascisme et de racisme, et qu'en fait ce racisme est toujours là, mais sauf qu'il change, en fait, on va mettre des personnes devant par rapport à d'autres, etc. Mais qu'en fait on peut pas être ultra-impérialiste sans être complètement fasciste, et donc du coup faut se regarder dans une glace et se dire que la Suisse est un pays crypto-fasciste, impérialiste, et puis c'est pas grave, on va faire en sorte que ça change. Mais le fait de voir et de nommer, je pense que c'est hyper important. Puisque vous faites là avec la chronique, c'est hyper important. Puis je pense que franchement bravo. D'ailleurs, elle était hyper cool. Elle était hyper cool, cette chronique et tout. Mais juste que faut pas se leurrer sur nous sommes neutres et on est gentils, etc. On est vraiment dégueulasse, quoi. Ouais, faut être lucide, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, faut le voir. Je suis désolée, on arrive déjà au bout des 15 minutes qu'on a prévues pour la chronique. Peut-être c'était un sujet qu'on aurait pu développer plus que pour une chronique de 15 minutes. Non, mais il y en aura d'autres. C'est le principe, c'est qu'on va multiplier un peu. Oui, mais du coup, on arrive gentiment au bout du temps prévu pour la chronique. Donc merci beaucoup, Titou. Merci à vous. Et puis, vous pouvez applaudir, hein. Merci.